Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Dans son job aujourd'hui, comment motiver ses équipes après une vague de départ. On parlera peut-être aussi de cette grande démission qui nous arrive des États-Unis. On en parlera avec David Guillochot, le DG de Zest Me-up. Il est notre invité. Le Rex du mois, avec Frédéric Fougerat, le directeur de la communication d'Emeria. Communication interne ou communication employeur, est-ce que c'est la même chose? On en parlera avec lui dans quelques instants. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec Julien Pellabert, expert en négociation. On négocie, il nous le dira d'ailleurs toute la journée, parfois sans s'en rendre compte. Comment gérer ses émotions, comment convaincre sans soumettre. On répondra à toutes ces questions, théorie et pratique, dans le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, un recrutement sans CV. Oui, c'est possible. On fera le point avec Jean-David Lépineux, dirigeant d'Opinion System. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on parle aujourd'hui de la rétention des collaborateurs et le risque potentiel qu'ils puissent quitter leur entreprise. Alors on a parlé ici d'ailleurs dans notre émission de la grande démission venue des États-Unis. On s'est aperçu qu'en France on n'était pas encore entré dans cette phase, mais on va en parler avec vous, David Guillochot, DG de Zest Me-up, qui est l'un des leaders ou l'un des leaders français du marché des logiciels d'engagement. L'engagement, c'est l'idée de faire s'engager les collaborateurs dans l'entreprise pour éviter qu'ils s'en aillent. D'abord, un petit mot sur cette grande démission. Vous y croyez, vous, ou pas? Parce qu'elle existe bel et bien aux États-Unis. Elle est chez nous, en France? On peut parler de grande démission en France? Je pense que sur certains secteurs d'activité, certaines entreprises, oui, elle est déjà là. Après, c'est peut-être pas quelque chose qui est nationalement, on va dire, partagé équitablement, on va dire ça comme ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des entreprises qui étaient pas très bien placées dans l'engagement des collaborateurs, qui ont encore plus de mal. Et donc, il y a une vraie grande démission. Et puis, il y a des secteurs qui sont sous tension. Et là, c'est la guerre des talents. Et effectivement, c'est dur de garder les bons talents. Alors, vous faites le chemin, je dirais, inverse. Vous dites aux entreprises et à vos clients, et vous avez beaucoup de grandes entreprises, dans plein de secteurs différents d'ailleurs, vous leur dites, pour éviter ce risque de grand départ, pour ne pas dire de grande démission, faites en sorte de les retenir. C'est ça votre philosophie? Oui, enfin, je pense que le fait que les talents restent est une espèce de conséquence. C'est que le fait que les collaborateurs et l'entreprise sont ouverts dans les deux parties. Le collaborateur, il trouve du sens, il trouve de l'engagement, et l'entreprise est satisfaite de la performance de son collaborateur. Et le départ d'un collaborateur subi, c'est l'échec de cette relation, et c'est en plus le collaborateur qui prend la décision. Et on essaye d'aider les entreprises à identifier ces risques. Alors David Guillochot, il faut être précis, c'est un logiciel, c'est un outil que vous mettez à disposition de l'entreprise, enfin, en tout cas elle vous l'achète. Ça marche comment? C'est quoi l'idée? D'abord, il faut prendre le pouls des salariés, il faut savoir dans quel état d'esprit ils sont. Exactement. Commencer par le début, quoi. C'est exactement, c'est le bon sens de dire il faut détecter d'abord ce que pensent nos collaborateurs pour éventuellement avoir des signaux faibles qui nous permettent d'agir en prévention, parce que c'est tout la difficulté, quand c'est trop tard, c'est fini. Et puis, bien entendu, de travailler sur le fond de l'amélioration de l'expérience collaborateur que l'on propose sur la durée aux collaborateurs. Donc d'abord, c'est quoi? C'est des questionnaires, c'est des choses qui sont posées aux collaborateurs. Ensuite, vous faites remonter ces datas pour les exploiter. Et j'imagine que dans un premier temps, vous avez une photographie de l'entreprise. Oui, alors il y a deux aspects en fait. Il y a la photographie, comme vous dites, au niveau de l'organisation. Et on parle maintenant, avec le monde d'aujourd'hui, plutôt de vidéo, puisqu'il faut prendre cette photographie beaucoup plus fréquemment, parce que le monde change, les attentes des collaborateurs changent. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est la discussion, la conversation managériale, donc de proximité entre le manager et son équipe, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui sont possibles au niveau du management. Zest Me-up, créé en 2015, donc bien avant la vague Covid. Vous êtes arrivé il y a 3 ans, je crois. Est-ce que, depuis votre arrivée, vous avez vu une évolution dans l'attitude des collaborateurs? Est-ce que les collaborateurs sont plus fuyants, sont plus mobiles? Oui, enfin, je pense qu'ils mettent un peu sur la table ce contrat de la relation avec les entreprises, et encore plus, et certainement avec des nouveaux critères qui ont plus d'importance depuis la crise Covid. Donc, par exemple, c'est une évidence maintenant, je pense, sur certains métiers, la posture par rapport à la flexibilité de l'organisation du travail, et en particulier la place du télétravail, est particulièrement importante pour certains. Et alors, je dirais, il y a grande démission pour certains, mais il y a aussi grande migration, c'est-à-dire la mobilité géographique. Je pars à 300 km. Exactement, est aussi un critère important. Ça veut dire que la plateforme, enfin l'outil que vous proposez,
intègre aussi cette agilité avec des collaborateurs, dans le cadre d'une négociation évidemment, qui sont partis habiter loin et qui sont en télétravail. Oui, on fait en sorte que justement que ça soit quelque chose de très dynamique entre l'entreprise et le collaborateur et son manager pour que quelque part ce contrat soit toujours profitable, clair et positif. Après, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on se sépare, hein, bien entendu. Mais en gros, c'est faire de la prévention et puis de travailler sur les irritants qui pourraient être des causes de départ. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi les irritants? C'est quoi qui fait que on va décider un matin de se lever et de dire bon, je donne ma démission, je m'en vais? Là, il y a certaines organisations qui ont du mal avec le retour, on va dire, en présentiel, par exemple, hein, avec des collaborateurs qui sont OK pour revenir peut-être 1 ou 2 jours par semaine. Mais pas full-time. Mais pas full-time. Et avec le temps de travail. Enfin, c'est là où on demande vraiment aux entreprises de passer un peu à l'empathie organisationnelle, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour que mes talents, mes collaborateurs s'expriment le mieux possible, soient aussi les plus performants. Puisque gagner parfois 2 heures de transport par jour, forcément, ça a une incidence sur le bien-être et la performance. Ça veut dire que ça, l'outil informatique le prend en charge, ou c'est une discussion que vous avez en amont et en aval avec votre client pour lui dire, écoutez, voilà, vu la photographie, vu le diagnostic, vu le suivi managérial que l'on a, je peux déjà vous dire que ça coince sur le télétravail. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous évoquez avec eux? Bien sûr, oui, tout à fait. Et effectivement, on ne gère pas à la place de l'entreprise. Non, mais vous conseillez. Exactement. On leur donne déjà à la fois l'information, la photographie qui devient une vidéo, et on leur donne aussi des rituels de management pour définir des objectifs, définir des plans d'action d'amélioration quand c'est nécessaire. Donc l'idée, c'est d'aligner les performances avec les désirs individuels. C'est tout l'enjeu de l'entreprise aujourd'hui, avec des salariés qui ont des désirs, et puis une entreprise qui a aussi des enjeux. Il n'y a pas de bien faire sans bien-être. Et vice-versa. Et c'est cet alignement-là qui doit être géré et de manière de plus en plus personnalisée. C'est là où quand on est une entreprise de plusieurs milliers, plusieurs centaines de collaborateurs, eh bien, c'est facile de le faire au niveau micro. Mais au niveau macro, comment identifier ces phénomènes de masse qui peuvent toucher un certain nombre de catégories de talents? Quels sont les retours? Parce que je citais, sans citer tous les clients que vous avez, mais vous avez des très très grosses entreprises, vous avez des ONG, vous avez des entreprises du luxe. Quels sont les retours clients sur l'outil que vous leur proposez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? En quoi ça facilite leur RH, pour le dire un peu d'une manière générale? Par exemple, cette histoire de baromètre annuel ou tous les 3 ans, qui est une approche classique, très très utilisée quand même avant le Covid, qui maintenant devient une vidéo où on prend, on va dire, le pouls de ses collaborateurs, à peu près une fois par semestre, on va dire. C'est à peu près aujourd'hui la tendance, donc de manière plus fréquente. Eh bien, ce qui est remarquable, entre guillemets, quand on les écoute, c'est de dire, avant on mettait 6 mois pour passer au plan d'action. Maintenant, le lendemain de la fin de l'enquête, nos managers sont déjà mobilisés sur des actions concrètes. C'est-à-dire qu'ils ont eu un reporting. Exactement, ils ont accès aux résultats, ils ont même des conseils pour pouvoir éventuellement travailler sur les irritants justement qui sont des dangers ou sur les signaux faibles. Et donc c'est des boucles de réaction qui permettent que le collaborateur, il n'a pas envoyé une bouteille à la mer, qu'il attend, donc il a une réponse tout de suite. Pas attendre l'entretien annuel pour voir son RH ou son manager, mais travailler quasiment au fil de l'eau dans cette espèce d'échange continu, alors qui se fait grâce à la plateforme, grâce à votre outil. Comment ça marche ça? Oui, en fait on a des prises de pouls, on va dire par enquête, avec plus ou moins de fréquence, plus ou moins de ciblage. Et puis on a l'équipement, on va dire, de la conversation managériale. On va parler des objectifs, du développement des compétences, au travers d'entretiens, des one-to-one et de l'entretien annuel. Et la tendance, c'est vraiment d'augmenter la régularité. Mais pas que. Exactement. C'est d'augmenter la régularité. On a par exemple dans le secteur du retail qui est pourtant, on va dire, très effectivement sensible à la disponibilité du temps, au temps passé aux pratiques managériales, puisque c'est très très opérationnel dans des magasins. Eh bien, malgré tout, ils ont supprimé entre guillemets l'entretien annuel, la logique de l'entretien annuel, et ils font 3 rendez-vous par an, avec des rendez-vous qui ont été complètement repensés pour être plus performants. Donc en fait, ça, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'à travers votre outil SAS, il y a aussi toute une approche différente de la relation managériale et collaborateur. C'est ça finalement, la grande transformation du monde du travail, elle passe aussi par là. Exactement. Et nous, on se dit pionnier de la management tech. C'est que finalement, ce que l'on équipe... On marie les deux en fait. Exactement. Ce que l'on équipe, c'est le management qui reconnaît que l'organisation est très humaine et que c'est pas juste des euros ou des temps plein équivalents. Il faut gérer... c'est pas un tableau Excel pour faire vieille école. C'est important d'avoir des KPI, d'avoir un suivi, mais c'est un petit peu comme si on était, on va dire, aveugle ou dans le brouillard, en tout cas, pour manager son entreprise. Avant de nous quitter, David Guillochot, un collaborateur dit, mais moi, l'entreprise m'impose, et dit à son manager, moi, elle m'impose 5 jours en présentiel, je ne veux plus le faire. Globalement, même si votre outil marche très bien, je ne vois pas très bien ce que peut faire le manager.
managers. Non, on n'est pas... Non, mais d'accord. Ouais, on fait pas de magie et on transforme pas à l'insu du plein gré les organisations et les managers. Donc, par contre, on les responsabilise quelque part. On les met devant leurs actes. C'est pas la politique de l'autruche, on va dire. Mais par contre, clairement, ça apporte des résultats. Donc, la rétention des collaborateurs, le niveau d'engagement augmente. Zest Me Up 2015, en quoi et comment vous avez fait évoluer votre outil? Parce que forcément, vous, en interne, vous vous êtes adapté, vous l'avez fait évoluer, vous avez amélioré certaines fonctionnalités qui peut-être n'existaient pas en fonction de la demande. Qu'est-ce que vous avez amélioré et même transformé, voire même inventé d'ailleurs? Zest a été le premier à faire les baromètres d'engagement en France. Donc on était très orienté de qualité de vie au travail, donc c'était assez ciblé. On a été les premiers à faire une suite qu'on appelait un peu HR Tech, avec notamment la gestion de la performance. Et aujourd'hui, on se définit, on a des fonctionnalités associées pour être management tech. Et donc, par exemple, faire en sorte que la stratégie soit mieux comprise et mieux déployée jusque dans un magasin en région parisienne, par exemple. Ça veut dire que quand on est en retail, ça part évidemment du COMEX et des managers du siège, puis ça va redescendre dans les magasins. Exactement. Ça veut dire que le manager de magasin, il a l'information sur quoi? Son smartphone, sur l'ordinateur de... Exactement. On est mobile first depuis le début et on est les seuls à avoir une application vraiment mobile. Mais c'est aussi le fait en sorte que ce qu'on appelle les non connectés. Et les non connectés, c'est des gens, par exemple, dans les équipiers dans les magasins. On en a parlé la semaine dernière sur l'électronisme. Exactement. Et en fait, ils sont plutôt digitaux parce qu'ils sont par ailleurs très mobiles, etc. Mais dans l'entreprise, ils n'ont même pas d'adresse email de l'entreprise. Donc, ils n'ont même pas un poste de travail pour se connecter, qu'il soit physique ou mobile. Parce qu'ils sont en déplacement dans le magasin, ils chargent, ils sont opérationnels, voilà. Et donc, tout ce qui est ce qu'a apporté les SIRH, la gestion des talents, etc., ils étaient complètement à l'écart. Zest, ça fait partie de notre credo depuis de nombreuses années, c'est de déployer à ces personnes qui sont très importantes, ce qu'on appelait les fameuses premières lignes. Les fameuses, oui, qui ont été en première ligne pendant le Covid. Vous dites Zest, j'ai remarqué. Oui, c'est le jargon de la boîte. C'est notre diminutif. Bon, ok, je vous appellerai Zest. DG de Zest, David Guillochot, merci d'être venu nous rendre visite. L'entreprise créée en 2015 et qui, de toute évidence, améliore l'environnement RH et l'environnement aussi des collaborateurs, jusque dans les magasins, on l'a bien... Et de la performance in finale. Et de la performance de l'entreprise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On passe au Rex du mois, comme chaque mois, comme son nom l'indique, avec Frédéric Fougera. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, comme chaque mois, avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Directeur de la communication du groupe Emeria, ex-Foncia, pour commencer à raccrocher les wagons. Alors, on parle souvent de l'image employeur versus la communication interne. C'est la même chose. Qu'est-ce qui distingue justement la communication employeur et la communication interne? C'est visiblement pas la même chose. En fait, dans la communication employeur, il y a une partie communication interne. C'est tout le travail qui peut être fait auprès des collaborateurs, le travail sur le sentiment d'appartenance, sur la fierté, sur l'employé advocacy. Quand vous formez des collaborateurs à s'exprimer, à partager sur les réseaux sociaux, finalement, vous en faites des ambassadeurs et aussi des ambassadeurs de l'image employeur. Mais la communication employeur, c'est aussi une communication de recrutement, donc pas que, mais aussi. Et c'est fait pour aider au recrutement, donner envie d'aller dans l'entreprise, donner envie de rejoindre les équipes, d'aller se former dans des métiers nouveaux éventuellement. Donc c'est une double facette de cette communication. Alors l'image employeur, ça c'est intéressant quand même d'y revenir, peut pas être trop en décalage, qui serait contraire finalement à la réalité vécue en interne dans l'entreprise. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart, il faut que les choses se collent. Alors, on est bien d'accord, la communication employeur, ça peut pas être une communication trompeuse, ça peut pas être de la pub mensongère. D'ailleurs, personne n'aurait à y gagner, j'imagine. Je dis souvent qu'un recrutement, c'est gagnant-gagnant. Si quelqu'un cherche à tromper l'autre, de toute façon, au bout du tunnel, c'est un échec. Donc, on n'a pas intérêt à chercher à se tromper. On doit faire une communication positive, on doit valoriser ses atouts, ses ambitions, ne pas mentir. Alors, on n'est pas toujours obligé de tout dire, mais en tout cas, il ne faut pas mentir. Et puis le risque, de toute façon, si on ment, si on cherche à tromper les autres, c'est que ça va très vite se savoir. Ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui vont dire, non, dans l'entreprise, ça ne se passe pas comme ça, on vous présente l'entreprise de cette façon. En fait, ce n'est pas la réalité. Donc voilà, on a déjà parlé ici de discours de réalité employeur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et avoir un discours de réalité employeur pour ne juste simplement pas mentir aux gens et pas les tromper en cherchant à les attirer dans l'entreprise. Et certains, d'ailleurs, candidats, parfois rentrent directement en
contact avec des personnes dans l'entreprise par des réseaux pour savoir exactement comment ça se passe. Mais il y a aujourd'hui une transparence telle que ça serait absurde de mentir, mais ça serait surtout absolument une erreur, puisqu'on se ferait très vite rattraper. Et donc ça a un contre-effet. Cette communication fausse aurait un impact négatif. C'est tout le contraire de ce qu'on cherche à faire normalement. Alors, il y a aussi l'effet boomerang avec les réseaux sociaux, puisqu'on les évoque là. C'est qu'effectivement, les réseaux sociaux permettent d'informer en temps réel et de pouvoir avoir une presque transparence. Donc, c'est effectivement très dangereux de mentir. Mais exactement, des détracteurs, il y en a partout. Comme vous le dites, ils sont énormément sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont très bruyants, ils sont très facilement accessibles. Mais j'ai envie de dire, pas que. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi les plateformes de recrutement, les sites d'emploi, les blogs qui vont parler de l'entreprise. Donc, il y a plein de possibilités pour des gens qui verraient que votre communication employeur n'est pas sincère, de venir le dire. Donc si vous venez alimenter cette image de l'entreprise de façon négative pour finalement laisser une empreinte numérique et durable négative, vous faites l'inverse de votre boulot. Au lieu de promouvoir votre entreprise, finalement vous attachez à disséminer des informations négatives qui desservent votre travail et votre discours. Alors Frédéric, comment on peut garantir qu'il y ait une cohérence de vision, de stratégie, de discours entre justement la communication employeur et la communication interne? Bonne question. La cohérence, c'est la gouvernance. Donc, si vous avez plusieurs têtes pour piloter le même sujet au sein de l'entreprise, il y a risque de ne pas être efficace, voire de dégrader le travail. Clairement. Donc, et notamment dans les métiers de la communication, où souvent, des morceaux de la communication sont pilotés par des gens dont ce n'est pas le métier. Donc, si vous avez une unité, une vision de travail sur tous les sujets de communication, alors vous allez pouvoir développer des argumentaires, de l'image, du discours, des contenus éditoriaux qui vont venir servir votre communication employeur, votre image employeur. Si c'est éclaté entre plusieurs services, il y a un risque de cacophonie, un risque de non-alignement, et puis finalement, il y a un risque de ne pas promouvoir en tout cas de la façon la plus efficace l'image que vous voulez donner de votre entreprise, avec, au bout du compte, quand même, l'idée de recruter des personnes. Donc si vous faites un travail qui n'aboutit pas à des résultats, celui de recruter des personnes, et si possible les meilleurs, vous avez loupé votre affaire. Mais ce que vous nous dites, Frédéric, pour être extrêmement concret, c'est que dans votre fonction, par exemple, il faut avoir la main sur les deux sujets de manière à ce qu'il n'y ait pas de zone irritante et de zone de friction. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez dans les deux sujets. Dans la communication employeur, on est un prestataire interne de la direction des ressources humaines. Je ne sais pas si c'est là où vous vouliez en venir. C'est ça. Donc, la direction des ressources humaines, c'est notre client, notamment sur la partie recrutement, pour les aider à recruter. Vous êtes l'outil qui leur permet... On est un outil, on est l'outil, un outil qui permet de répondre, de partir de leurs besoins pour arriver à proposer, produire et livrer une solution pour les besoins de recrutement. Et à côté, il y a de la communication interne. Et à côté, il y a l'ensemble des autres communications qui du coup, vont être cohérentes. Elles auront beau se recroiser, elles auront beau être regardées sous toutes les facettes de la communication. Vous aurez le même discours, la même présentation de l'entreprise, la même approche. Et donc, la communication employeur sera cohérente et positive pour l'entreprise. C'était une question aussi de positionnement hiérarchique. Il faut bien que quelqu'un pilote l'ensemble de la communication, parce que si tout le monde est au même niveau, avec les mêmes niveaux hiérarchiques, on peut créer des zones de tension. C'est ce que j'évoquais. Est-ce que vous évoquiez finalement? C'est ce à quoi je répondais indirectement tout à l'heure en expliquant que la communication, c'est un métier, je le dis assez souvent. C'est vrai. Donc vous le dites dans des livres. La partie communication se pilote par les communicants. Maintenant, la communication, elle sert des services au sein de l'entreprise. Quand il s'agit de recrutement, elle sert la direction des ressources humaines. La direction des ressources humaines vient avec ses besoins, avec ses priorités, avec ses politiques, avec ses atouts à la communication, à la direction de la communication, de les valoriser, de les mettre en avant, de les promouvoir pour servir les besoins de la direction des ressources humaines. Si maintenant il y a plusieurs directions qui s'en mêlent, alors il y a risque de cacophonie. Donc il y a une difficulté effectivement, parce que des tensions, j'imagine. Il y a un risque de difficulté, mais dans beaucoup d'entreprises, chacun respecte les fonctions et le territoire professionnel, les compétences professionnelles des autres, et il n'y a pas a priori des difficultés. Il y a risque de difficulté si les gens ne se respectent pas dans leurs compétences respectives. J'aime bien l'idée de respecter ces territoires, les postes définis de chacun pour que chacun avance dans le même sens. Et j'ai envie de dire
compétences que territoire, parce que territoire, ça fait un petit peu chasse gardée, je suis chez moi. Non, on travaille tous pour servir une même stratégie, les mêmes intérêts, mais on a chacun été recruté pour des compétences particulières, à chacun d'exercer ses compétences et de ne pas essayer d'expliquer à l'autre qu'il ferait mieux le travail pour lequel il n'est pas lui-même payé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais bien sûr que non. Merci Frédéric Fougerat d'être venu nous rendre visite, directeur de la communication du groupe Emeria. C'est un vrai plaisir de vous accueillir chaque mois. La suite de notre programme, c'est après la pause, on va accueillir un négociateur, un fin négociateur, un spécialiste de la négociation. Il va nous donner ces trucs, de la théorie à la pratique, comment gérer ses émotions. Est-ce que négocier, c'est soumettre son interlocuteur ou c'est avancer ensemble et construire une stratégie commune? Toutes ces questions, on lui posera dans quelques instants. Il s'appelle Julien Pellabert. Il est conférencier. Il a même créé un label, une certification de négociateur. Et on fera le point avec lui juste après la pause. Le Cercle RH, aujourd'hui un grand entretien avec un négociateur, Julien Pellabert. Bonjour. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous. Négociateur, ça vous va comme, c'est parfait. Comme nom professionnel. Vous êtes auteur, alors conférencier, on parlera peut-être de cette conférence TEDx. Oui. Plus de 900 000 vues, je crois que c'est la conférence la plus vue en francophone sur la négociation. Oui. Vous avez peut-être atteint le million de vues, ça veut dire que vous êtes impactant. Et puis auteur de Pitch et influence aux éditions Duno, remporter l'adhésion et neutraliser les objections. C'est sorti donc chez Duno. Négociateur, c'est un métier ? Oui, alors c'est une niche, effectivement, il y a peu de personnes qui font ce métier, mais aujourd'hui, nous, on forme, on accompagne, on assiste des entreprises sur la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Vous dites nous, déjà, vous vous cachez derrière le nous, mais vous... Au sein de l'Institut, oui. Vous considérez comme négociateur. Je suis chef d'entreprise, effectivement, j'ai mon entreprise, l'Institut NERA, et mon métier, mon quotidien, c'est effectivement d'assister, de former et d'accompagner les entreprises là-dessus. Juste quelques mots sur le parcours, parce que autant on voit bien un peintre en bâtiment ou un expert comptable, on voit à peu près ce qu'il a pu faire avant. Comment on arrive à créer, on va y revenir, une certification, un vrai label, vous avez construit une formation en vous appuyant sur la science, vous avez créé l'Institut de négociation, l'Institut NERA. On y arrive comment à ce métier ? Ça se prévoit pas. C'est une question de déjà être complètement amoureux de la discipline et des rencontres. Les rencontres, ça fait beaucoup de choses. Moi, j'avais travaillé 10 ans en cabinet de conseil, en société d'édition de logiciels, sur des fonctions purement commerciales et managériales. Rien à voir. Il y avait de la vente, il y avait de la négociation. Et j'étais vraiment amoureux de la discipline. Et au bout de 10 ans, les rencontres ont fait que j'ai eu l'opportunité de reprendre mes études. J'ai fait 4 années dans un laboratoire de recherche à la Sorbonne à étudier la discipline de la négociation. Il y a un laboratoire à la Sorbonne. Oui, le laboratoire Prisme, c'est un laboratoire de recherche dans l'UFR d'économie-gestion. D'accord. Et au bout des 4 années, j'ai eu un doctorat sur le thème de la négociation. Alors c'est très marginal puisqu'il y a très peu de personnes qui font ça. Et j'ai fondé l'Institut NERA juste derrière. C'est une question de rencontre. J'avais rencontré des négociateurs en entreprise, des gens qui avaient importé la négociation des États-Unis, des gens de négociation d'unités d'intervention. C'est ce que j'allais vous dire. On connaît surtout ce mot, on va en parler du côté entreprise, mais on le connaît surtout avec le GIGN, avec le RAID. Lorsqu'un forcené se met dans un appartement, on négocie avec lui. Dans des environnements qui sont très différents. Et nous, à la sortie de cette université qui est la Sorbonne, on a créé un système qu'on a déposé à l'INPI, un système de négociation. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on accompagne des entreprises du CAC 40. Je pense à la première entreprise du CAC 40. On forme le top 300 sur les 100 000 salariés, donc des gens qui négocient en unité de valeur qui est le milliard. On forme des gros cabinets d'audit qu'on appelle dans les Big Four sur des partenaires. J'ai la chance de former des hauts potentiels de la gendarmerie. Dans le service police, d'accompagner aussi certains départements, de former des entreprises et des cabinets américains. Et en fait, on s'est rendu compte que quand vous négociez avec un fournisseur, un client, un collaborateur, conjointe, vos enfants ou même un forcené, ça passe par les mêmes leviers au niveau de la prise de décision. Et c'est ça notre métier, c'est d'accompagner les structures à mieux défendre leurs intérêts et d'une certaine manière à obtenir de manière éthique ce qu'elles souhaitent. Donc vous avez modélisé un processus presque pédagogique d'accompagnement de vos clients. Alors je vous soumets le titre, on le voit à l'antenne, ça va vous faire sourire parce que je me demandais si la négociation c'était convaincre ou soumettre. On avait bien sûr mis un point d'interrogation, ce qui va sans dire. C'est convaincre ou soumettre ? Est-ce que j'ai le droit de vous répondre ? Évidemment. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Oui. Alors déjà, se soumettre, c'est accepter le point de vue de l'autre. C'est de remporter la victoire. C'est de soumettre l'autre. l'autre. Oui. Alors, oui, mais dans quelle durée ? Combien de temps ?
Parce que le but de la négociation, c'est pas tant de gagner. Le but de la négociation, c'est d'obtenir le maximum de situations dans la durée. On a le droit de perdre des batailles à partir du moment où on gagne la guerre. Le but n'est pas d'annihiler l'autre. C'est intéressant parce qu'on peut faire souvent, dans l'inconscient collectif, la négociation, c'est un jeu d'échecs. Vous savez... Il y a une part, en tout cas, d'un peu de hasard. Oui, mais les gens voient la négociation comme un jeu stratégique, un schéma combinatoire abstrait, qui est le jeu d'échecs. Sauf que le jeu d'échecs, on part avec un échiquier qui est plein. Le but, c'est de tuer les autres pièces jusqu'à ce qu'on tue le roi. C'est ça. En fait, c'est pas ça, la négociation. Partons plus sur un jeu de Go, qui est un jeu chinois aussi, qui est la même stratégie, avec un Goban qui est vide, et le but, On le remplit. c'est de le remplir, de co-construire avec l'autre. C'est pas de tuer l'autre. Et à la fin, c'est celui qui a le plus d'espace qui a gagné. Mais mon but est de prendre ma place. Et si ma place est plus importante, à la bonne heure. Mais je n'ai pas pour volonté de tuer l'autre. Mais rentrons dans des exemples concrets. Vous avez cité des entreprises, des très grosses entreprises du CAC, mais il y a un espace de négociation dans l'entreprise. Ne parlons pas des négociateurs du RAID ou du GIGN, mais ceux qui négocient dans la grande distribution, qui sont dans les centrales d'achat. Est-ce qu'ils subissent ou sont formés à la négociation? Parce que tous ceux qui ont eu affaire à eux, fournisseurs, agriculteurs, fédérations agricoles, vous disent mais c'est impossible de négocier avec eux, c'est d'une dureté absolue. Est-ce que vous n'avez pas envie de les former, les fournisseurs? On a eu l'occasion de fournir les deux côtés, c'est ça, fournisseurs et distributeurs. Dites donc, et en fait, vous les avez bien formés, côté grande distribution. Non, alors, ils essayent de faire évoluer leur réflexion, parce qu'ils sont plus dans des logiques qu'on appelle distributives, de combativité, où en fait il y a un gagnant, un perdant, et aujourd'hui ils sont dans une situation de tel monopole que en fait, le but est plus ou moins d'écraser des petits fournisseurs. On n'est plus sur du marchandage, parce que la grosse unité qui va être, entre guillemets, négociée, c'est le prix. Et aujourd'hui, beaucoup semblent faire marche arrière, parce que le problème, c'est qu'ils deviennent de plus en plus dépendants de certaines structures qui sont concentrées, de certains pays. Je pense à la grande distribution sur le bricolage. En fait, ils se sont rendus compte pendant des années à vouloir tuer les prix, qu'ils étaient obligés d'importer en Asie, et qu'il y avait moins d'innovation et une qualité de produit qui était moindre. Et en fait, ça, sur du moyen long terme, ça a forcément un coût. Bien sûr. Le problème de ces structures-là, c'est que le long terme est généralement une succession de court terme pour eux. Et ils sont incentivés que sur du court terme. Sauf qu'à moyen long terme, ça a forcément un impact. Juste pour essayer de finir notre titre, soumettre, donc vous dites non, moi pas d'accord, convaincre. Convaincre, c'est vaincre, et con, c'est un préfixe intensif qui veut dire de manière plus importante. Si j'essaye de vous convaincre... Ça vous va ou ça vous va pas, convaincre? Non, parce que si j'essaie de vous convaincre, Arnaud, j'essaye de vous expliquer à quel point vous avez tort et à quel point j'ai raison. Et là, vous allez m'écouter non pas pour comprendre mon propos, mais pour répondre avec cette voix en tête. Attends 2 secondes, je viens de finir ta phrase et je vais t'expliquer pourquoi toi tu as tort. Pourquoi tu as tort. Et en fait... Et on remet une pièce dans la machine à chaque fois. Voilà, et c'est un débat d'idées, c'est une joute verbale et on va avoir une victoire à la Pyrrhus. Mon but, il est pas de ça. Il est de comprendre. D'abord comprendre. Comprendre et après de solutionner le problème. De vous apporter dans votre référentiel un champ des possibles. Et si ça fait sens pour vous, à la bonne heure. Mais la seule personne qui peut faire ce que je souhaite dans la négociation, c'est l'autre. Le seul qui peut me dire oui, c'est l'autre. Et ça, je ne peux pas vous tordre le bras pour avoir ce oui. Il faut que ça fasse sens dans votre référentiel. Alors, passons à l'émotion, parce que souvent, le oui est émotionnel. Est-ce que vous confirmez cela? C'est-à-dire qu'on a débattu, on a échangé dans des règles de bienséance. Il faut quand même préciser que la négociation doit se faire dans des règles convenables. Oui, mais pas par éthique, même pas par bienveillance. Non. La seule personne qui peut me donner ce que je veux, c'est vous, Arnaud. Et maintenant, le but de la négociation, c'est pas d'obtenir, d'atteindre mes objectifs. Le but, c'est d'obtenir le maximum de la situation. Deux hypothèses. Soit je suis un côté méprisant, soit j'ai un côté arrogant, soit j'essaye de vous imposer un point de vue, soit je fais preuve de bienveillance, d'humilité et de respect. Dans quelle situation je risque d'obtenir le maximum? Oui, la troisième, évidemment. Exactement. Et donc, c'est pas par éthique. Si je vous mets une table au bout de 3 mètres, est-ce qu'on comprend très vite qu'on n'aura pas gain de cause, si vous voyez ce que je veux dire? Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué, quand même. À moi de recadrer mon interlocuteur, lui demander si c'est exactement ce qu'il souhaite. Mais il faut comprendre que l'humilité et la bienveillance, c'est pas par naïveté, c'est pas par faiblesse, c'est que c'est l'unique moyen que j'ai pour obtenir ce que je veux de vous. Donc, j'ai ma part de responsabilité pour créer les conditions les plus favorables. L'émotion, comment on la gère? Parce qu'il y a la négociation B2B, c'est-à-dire on est dans un bureau et on sait qu'on a un enjeu sur un produit à vendre, on l'évoquait tout à l'heure. Et puis il y a aussi l'idée de négocier. Là, il n'y a pas d'argent au milieu, mais il y a un projet à vendre. Je suis à la tête d'un business unit. Je crois profondément aux transformations que je vais proposer dans quelques instants à un COMEX ou un comité d'investisseurs. Et là, il y a des enjeux très forts. Ce n'est pas lié à l'argent directement, mais c'est lié à un enjeu professionnel. Qu'est-ce qu'on fait là, dans ces cas-là? On commence comment? Déjà, on écrit, on prépare, on répète? On prépare, mais si on se concentre sur les conséquences de l'enjeu, on sera un mauvais négociateur. Oui, on pourrait avoir un accord, mais à quel prix? Si je me dis, on va prendre du golf, c'est le dernier trou,
Et si je mets la balle dans le trou, je suis champion du monde. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, les gens vont me trouver génial, les journalistes vont me trouver génial, je vais avoir beaucoup d'argent et mon conjoint ou ma conjointe va me trouver génial. Si c'est ça, jamais je mettrai la balle dans le trou. Jamais. Maintenant, si... Parce que la pression sera maximale. Mais oui, Mais et puis parce que je suis plus dans le moment. Maintenant, si je me concentre sur la seule chose qui dépend de moi, c'est-à-dire moi, les pieds dans le sol, ancrés, avec une seule chose en tête, la balle, la trajectoire, et j'oublie les conséquences de ma négociation, peut-être que j'aurai la balle dans le trou. En fait, je dois être extrêmement motivé et discipliné à réussir, mais ça ne doit pas être important. Plus ça sera important, Et oui. et plus je vais perdre le contrôle de ma négociation. Parce qu'en fait, la seule chose que je contrôle, c'est moi. Je ne contrôle pas l'autre. Je ne peux pas contrôler le fait qu'il me dise oui. Je ne peux pas contrôler le fait qu'il s'engage avant telle date. Donc pourquoi j'accorderais de l'importance, mentalement, à un truc que je ne contrôle pas? C'est vrai, on ne peut agir que sur les choses sur lesquelles on a contrôle, c'est-à-dire nos bras, nos jambes, notre tête. Et notre préparation, Et notre capacité à comprendre, notre capacité à apporter une réponse. Mais regardez, un truc qui est très important. On va sur un truc qui est physiologique. On a besoin de quoi? On a besoin de manger, de boire et de respirer. On va prendre les choses. Si on ne mange pas, on va mourir au bout de 3 semaines. Si on ne respire pas, on va mourir au bout de 3 minutes. Oui. Et si je vous mets la tête sous l'eau pendant 2 minutes 30, qu'est-ce qui va se passer? Pareil. Votre tête va commencer à sécréter votre cerveau, la cortisone, la noradrénaline, pour vous débattre et survivre quelques secondes de plus. Mais vous êtes en train de perdre le contrôle de votre corps. Ça veut dire que sur la négociation, sur un deal, si vous vous dites « j'ai besoin de ce deal, j'ai besoin de cet accord », vous êtes en train de créer les conditions dans votre cerveau pour perdre le contrôle de votre négociation. Maintenant, si vous dites « je suis motivé, je suis discipliné pour l'avoir », vous gardez cette prise de hauteur et ce recul. En tout cas, on met tous les moyens en essayant de repousser, comme le disent les sportifs, la pression et les enjeux d'une victoire. On doit avoir un engagement de moyens ou de performance, mais pas un engagement de résultat. Ouais, parce que c'est pas possible, ça ne dépend pas de nous. Donc pourquoi faire un focus d'attention sur ce qui ne dépend pas de nous? Ancré au sol, préparation évidemment des éléments de langage et de tout ce qu'on doit écrire, ça va sans dire. Et puis ensuite, il y a la manière de présenter les choses et d'entamer le début de la négo, puisque d'abord, il faut d'abord s'exprimer, puis ensuite entendre l'interlocuteur. Imaginons que l'interlocuteur vous dit immédiatement, ça ne sera pas possible. Parce qu'on entend souvent ça dans les négos, on vous répond, et d'ailleurs, j'imagine que vous préparez vos clients à cela, vous risquez d'entendre ça ne sera pas possible. On va questionner, c'est parfait. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Pourquoi? Si l'autre il s'assoit en face de nous, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est qu'il attend, il attend quelque chose de l'interaction. Il a accepté de venir, il s'est assis. Il attend quelque chose de l'interaction. Et en fait, il faut revenir sur c'est quoi le pouvoir en négociation. Parce que si on comprend la notion de pouvoir, on comprend beaucoup de choses. Le pouvoir, c'est la capacité à posséder ou détenir une ressource que l'autre valorise. C'est-à-dire que ma plus grosse source de pouvoir à la table de la négociation, c'est ma capacité à solutionner le problème de l'autre. Si l'autre est assis en face de moi, c'est qu'il attend quelque chose de l'interaction. À moi de lui apporter une réponse. S'il me dit que ce n'est pas possible, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il y a une raison, légitime ou pas légitime, mais je vais devoir creuser. C'est très bien, au contraire, d'avoir un non au tout début. Mais vous, ça veut dire qu'en anticipation, parce que évidemment, vous allez envisager toutes les possibilités, on va peut-être venir sur... On va faire des scénarios, des hypothèses. Il y a des scénarios, et vous allez les mettre sur la table, ces hypothèses. Oui. Donc des hypothèses de réponse, vous travaillez sur l'hypothèse d'une réponse, ou vous travaillez sur des scénarios différents en fonction de la réaction de l'autre. Ça va dépendre du sujet, mais on va faire notamment des analyses pré-mortem qui sont exceptionnellement... Pré-mortem. Et c'est génial. Si vous dites sur une négociation, une préparation classique, pourquoi est-ce que je vais réussir? Ou pourquoi je vais vendre mon produit? Les gens, majoritairement, ils vont avoir les mêmes réponses, parce qu'on est beau, on est fort, on a une proposition de valeur différente. Sur le marché, on est des stars. Oui, et on est toujours confronté à l'incertitude. Et... Maintenant, si vous dites, cette négociation, ça va être un échec. Et je me projette 3 mois après. Qu'est-ce qui fait que cela aurait pu être un échec? On n'était pas prêt, on ne connaissait pas le sponsor, on n'était pas si différenciant, on était plus cher. Mais maintenant qu'on a toute une liste de raisons potentielles, on peut annihiler qu'est-ce qu'on fait pour minimiser ce risque. Donc les travailler. Exactement. D'accord. Et derrière, le but n'est pas tant d'avoir des bonnes réponses que de poser les bonnes questions pour bien comprendre. Puisque la seule personne qui peut faire ce que je veux, c'est l'autre. En fait, j'ai pas pour volonté de lui imposer mon point de vue ou de lui dire quoi faire. J'ai pour volonté qu'il prenne conscience lui-même de ce qu'il peut faire pour aller solutionner son problème. Il faut lui faire croire, je mets des guillemets, mais que l'idée vient de lui et que finalement il amène une partie de la solution. Elle doit venir de lui. Moi, mon métier, c'est de l'accompagner. C'est d'être un accompagnant. Qu'est-ce qu'on fait si... Est-ce qu'il serait absurde qu'on travaille de cette manière? Et si ça fait écho dans son référentiel, le cerveau ne peut pas ne pas réfléchir. Il va me dire oui. On va doucement arriver vers votre méthodologie parce qu'on voit quand même à travers tout le travail que vous menez de négociation et de négociateur qu'on passe beaucoup par le cerveau, par la neuroscience. Elle joue un rôle important. Est-ce que la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire la manière dont on va formuler une question, la manière dont on va placer le verbe à un certain endroit,
a une incidence aussi sur le cerveau. Alors, la PNL, c'est pas totalement ça. C'est les travaux de Grinder et Bandler Ouais, qui c'est ça. reposent sur de l'hypnose conversationnelle. Exactement. Mais c'est un outil qu'on peut avoir à disposition, effectivement, parce qu'il y a des façons de poser des questions. Si je vous demande, alors il y a un truc qui est extrêmement mal compris des commerciaux qui vont chercher généralement une succession de oui. C'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. Vous trouvez pas qu'il fait chaud? Oui. Vous aimeriez bien boire de l'eau? Oui. J'ai les bouteilles. Et est-ce que vous voulez une bouteille? Non. En fait, En général, on dit oui. oui, plus compliqué. En fait, Friedman et Fraser nous disent c'est une succession d'accords qui amène à un accord. Or, on peut être en accord sur un désaccord. Je pourrais vous dire, Bismart, j'imagine que vous avez énormément d'experts qui viennent sur la négociation. Est-ce que vous seriez fermé à découvrir une nouvelle approche? Non. Non. Est-ce qu'il serait absurde que je vous présente mon travail? Bah oui. Est-ce que ça serait, est-ce que ce serait une mauvaise idée si on faisait ça de telle manière, monsieur le client? J'entends ce que vous dites, et en même temps, est-ce que ce serait une mauvaise idée? Toutes ces questions sont des questions qui Est-ce sont que ça serait une mauvaise idée, voyez vous? Oui. Et oui, parce que oui, parce que là, vous l'inversez, là, vous voyez déjà. inconsciemment, vos réponses sont des non, Bah oui. mais le non vous protège. Donc ça, c'est effectivement une façon de structurer des C'est-à-dire qu'en questions. disant non, je dis oui. Bah En oui. disant Est-ce non- que ça serait une mauvaise idée? Bah non, ce serait pas une mauvaise idée. Vous Bien engagez. sûr. Ouais. Le but n'est pas d'avoir un oui Très pour intéressant. moi dans la négo. Le but est qu'on ait un engagement. Voilà. Très subtil, très subtil. Il y a un petit côté hypnose aussi dans votre façon d'aborder les choses. Il y a- C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous traverse, qui nous... On s'intéresse à la linguistique, effectivement. On s'intéresse à la façon de maximiser ses chances d'avoir un accord. Et notre proposition de valeur, notre promesse, c'est accompagner les gens à obtenir de manière éthique ce qu'elles souhaitent. J'imagine que pour chacun des clients, chaque histoire est particulière, chaque Sûr. problématique est différente et vous vous adaptez, ça va sans dire. Mais vous y mettez quand même votre propre grille de lecture avec ce label Celia, parce que vous avez labellisé. Ça vous appartient, c'est Tout à votre fait. méthodologie. Combien de temps ça dure? Comment vous expliquez au client que vous allez lui proposer, avec vos mots et vos techniques d'ailleurs, ce label? Comment ça se passe? En ça fait, le label Celia, c'est un système de conduite de négociation. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, qu'on est arrivé sur ce marché il y a 5-6 ans, qu'il n'y avait pas de système de conduite de négociation. Il y avait des boîtes à outils, il y avait Harvard qui proposait des choses assez incroyables, mais il fallait piocher à droite à gauche. Il n'y avait pas de système qui permettait Et de dire vous on avez- commence par quoi D'accord. et par quoi on Une peut- méthodologie. une méthodologie de conduite de négociation Bien sûr. et qui nous fait sortir un peu du gagnant-gagnant, qui nous fait sortir d'une certaine forme de naïveté, qui intègre les neurosciences, les émotions et qui nous permet de permettre aux gens de défendre au mieux leurs intérêts au quotidien. Et donc c'est c'est un pas une science référentiel. exacte, hein, Julien. Faut être Non, modeste. bah non, c'est pas on n'est possible. pas dans une science exacte. Ah non, au Il y a contraire. des moments où on se casse la figure, on a tout fait bien, et puis bah. Et puis, on n'est pas responsable On en totalement revient à de, ça, hein. de ce que l'autre peut nous dire. Hmm. L'autre a quand même son pouvoir de décision. Si c'était une science exacte, ça serait la règle ou le pouvoir. Là, on est une négociation. Donc, j'abandonne mon pouvoir de décision, je le remets entre vous et moi, Arnaud. Et puis, on va essayer de co-construire un accord. Et ça, c'est le conseil que vous donneriez. Excusez-moi d'y revenir, parce Non. que j'ai des souvenirs de négociateurs dans la grande distrib, chez les fournisseurs, qui vous racontaient qu'ils n'arrivaient pas finalement à trouver la porte de la négociation face à la centrale d'achat. Ça, c'est des conseils que vous pourriez donner à des clients qui viendraient vous voir et qui vous disent par quelle porte je rentre quand j'ai un négociateur d'une centrale qui veut rien savoir. Exactement. On va essayer de travailler sur si le négociateur de la centrale d'achat est assis en face de nous, c'est qu'il attend quelque chose quand même. Sinon, il ne perdrait pas une demi-heure de sa vie C'est vrai. à être assis en face de nous. Enfin, ils ont quand même quelques techniques assez rudes qui font Oui. que... Pour déstabiliser, pour mettre l'autre mal à l'aise, pour faire des rounds de négociation à 10h alors que c'est la fin est à minuit, pour avoir des spots de lumière en face, tout pour déstabiliser. tout ça, il passe, on est d'accord. Ah hein. oui, non, mais c'est- Ça contribue, C'est pas des clichés dans la grande On distribution. est d'accord, hein. Ça arrive vraiment. c'est bien de ça dont il est question. Mais c'est de la négociation comme on en faisait il y a 10 ou 20 ans. Et malheureusement, c'est forcément limité. Parce que si je vous tords le bras... Enfin, limité sur un an déjà, ça dure un an. Oui, et c'est ça. Mais dire, sur du moyen long terme, ça peut avoir que des effets négatifs. Et puis l'autre ne va pas m'aider non plus à obtenir le maximum d'une situation. L'autre ne me permettra pas peut-être d'avoir une exclusivité sur un nouveau produit. Parce qu'il s'est senti offusqué. Et donc il va faire le minimum. Vous développez là un concept, alors là pour le coup je ne connaissais pas du tout, j'ai essayé d'y voir un peu plus clair sur cette notion d'association de négociation d'influence. Oui. Moi je connais bien évidemment l'influence, on voit bien de quoi il est question, l'influence, influencer, qui est une forme de dérivé du lobbying en quelque Oui. sorte. Mais c'est quoi le négociateur ou la négociation d'influence? C'est une personne qui va rentrer dans l'équation de la décision avec l'autre sans s'opposer frontalement. C'est ça. Qui va ouvrir un champ des possibles pour créer ce qu'on appelle techniquement une dissonance cognitive, en tout cas une autre façon de voir les choses, et qui va permettre à travers ça d'influencer son interlocuteur à se mettre lui-même en action. Parce qu'on ne peut pas le forcer. Donc c'est ouvrir un champ des possibles dans le référentiel de notre interlocuteur. Notre but n'est pas d'imposer un point de vue, parce qu'on le connaît. Notre but est de parcourir votre perception du monde, sans jugement,
avec une véritable empathie, et dans ce référentiel que vous avez, essayez d'ouvrir des portes et vous dire, Arnaud, et si on fait ça, est-ce que ça peut faire sens? Et si on fait ça, est-ce que ça peut faire sens? Et si ça fait sens, si ça solutionne votre problème différemment de ce que vous aviez entrevu au départ, ben vous allez vous mettre en action vous-même. Ça veut dire qu'il faut essayer, ça c'est important, de se mettre aussi à la place de l'autre. Dans la préparation, parce qu'il y a un gros travail de préparation de vos clients, c'est la partie émergée de l'iceberg, quand la personne négocie physiquement. Tout ce qui s'est fait en amont, c'est la partie immergée. Complètement. C'est la préparation qui permet. C'est la prépa qui est essentielle. Et qui va nous permettre de prendre le contrôle de notre intuition. Parce que le but, l'intuition est limitée. Elle va nous permettre d'avoir des réponses à des questions qu'on avait déjà, mais ce n'est pas forcément très pertinent. Le problème de l'intuition ou du biais cognitif, si j'y mets un jugement de valeur, ça devient un préjugé, et le passage à l'acte du préjugé, c'est de la discrimination. Ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, de religion dans l'entreprise. La discrimination, c'est qu'est-ce que je m'interdis de vous poser comme question, Arnaud, à cause d'une croyance qui est limitante. Et la préparation, elle a pour but de nous ouvrir un champ des possibles et d'être préparé mentalement. Parce que si je rentre dans cette négociation et que je doute, vous allez percevoir. On en revient tout à l'heure à la pression qu'on peut avoir, aux hésitations. Si je doute, vous allez le percevoir, vos neurones miroirs vont fonctionner, vous allez douter. Neurones miroirs, c'est-à-dire que on dit par exemple sur les animaux que le cheval est en capacité de savoir si son cavalier est stressé ou pas. C'est clair. Et ben, c'est la même chose dans une interaction humaine, c'est que je peux savoir inconsciemment si vous êtes plutôt à l'aise ou plutôt mal à l'aise. Si je sens par les yeux, par quelques signaux. Par rapport à un manque de congruence, si vous êtes refermé, etc. Ou par rapport à des gestes asynchroniques. La posture. Il y a plein de choses qu'on peut prendre en détail. Mais si je vois que vous doutez, moi-même, je vais douter. Et donc, ça veut dire quoi? Pour me protéger, je vais émettre davantage d'objections. Maintenant, je me protège. Et oui, et donc ça va être beaucoup plus compliqué. Donc déjà que vous doutez, vous allez avoir davantage d'objections. À l'inverse, si vous dites, moi, je ne veux pas douter, je veux être sûr de moi, je vais imposer mon point de vue, et plus vous allez vouloir m'imposer, plus je vais vouloir m'opposer. Mes neurones miroirs vont fonctionner de la même manière. Donc vous aurez encore davantage d'objections. D'où le fait que cette préparation mentale doit nous permettre d'être sur un niveau, ce qu'on appelle un statut bas, d'ouverture, d'humilité, où je suis prêt à l'accueil, sans savoir ce qui va se passer. Et Julien Pellabert, niveau de voix, intonation, parce qu'on parle du cerveau, des neurones miroirs, enfin de tout ce qui se passe dans notre tête et qu'on ne voit pas, puis il y a aussi ce qu'on entend. Oui, c'est la prosodie, tonalité de la voix, débit. Ça, vous le travaillez aussi, j'imagine? Ça se travaille, bien évidemment. Parce que parfois, l'agressivité, ou le sentiment d'agressivité passe par une formulation maladroite, un mot dit trop haut, qui peut tout d'un coup faire basculer un échange. Qui peut mettre mal à l'aise les gens, effectivement. Donc on va essayer d'avoir une voix qui est rassurante, qui est plutôt, alors pour les hommes, dans les graves, avec un débit de parole qui est un peu plus calme. Et le but, d'une certaine manière, c'est encore que vos neurones miroirs assimilent ça à une zone de sécurité et de confiance. Rassurant. Exactement. Avant de nous quitter, donc il y a cette méthodologie. Est-ce que j'ai lu, je ne sais pas si vous pratiquez ce type de, mais sur des négociations de très très haut niveau, l'interlocuteur se met même à préparer les goûts de celui d'en face, ses couleurs, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire, une multitude d'éléments qui vont favoriser l'espace de la négociation. Le but, c'est de trouver, c'est un des leviers de la confiance affective. La confiance affective, c'est la confiance que j'ai dans l'individu, c'est la similarité, le partage de valeurs communes. Le but est d'avoir un petit dénominateur commun, mais si on prend le repas, il y a plein d'études, notamment à Harvard, qui ont montré que quand on était à table et on répond à un besoin physiologique, ça permet de créer les conditions les plus favorables à la confiance. D'où les déjeuners, les dîners d'affaires. Et alors, mieux, dans les cultures où on a un plat commun qu'on peut partager avec les mains, qui n'est pas très Covid. C'est vrai. On partage ce mais moment. Ça crée encore plus d'échanges. Donc le but, il est vraiment de s'intéresser à l'autre avec de l'empathie et non pas de la sympathie. Vous l'avez abordé légèrement. L'empathie, c'est une capacité de compréhension intellectuelle de l'émotion. On veut comprendre l'autre. La sympathie, je me mets à votre place. Je ressens votre pathos. Syn, ça veut dire avec en grec, et pathos. Vous êtes sur empathie ou sympathie? Toujours empathie. Jamais sympathie. La sympathie, c'est une baisse de lucidité sur cette relation à l'autre. Et vous allez me dire, Julien, s'il te plaît, fais un effort depuis le temps qu'on se connaît. Et par sympathie, je vais sortir de mon mandat pour vous donner ce que vous vouliez. C'est pas mon but. Mon but, c'est de dire Arnaud. Ça arrive fréquemment. Et oui, mais c'est un levier de manipulation, effectivement. Mon but, c'est de dire j'entends qu'il y a quelque chose qui vous convient pas, j'en suis profondément désolé. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Là, vous êtes dans le vouvoiement d'ailleurs. Parce qu'il arrive parfois que dans le niveau de négociation, on connaît l'interlocuteur et on se met à tutoyer. Est-ce que ça change la capacité que l'on a justement à être plus dans l'empathie que la sympathie? Le fait de tutoyer permet peut-être de basculer plus facilement sur de la sympathie ou une création de lien. Et donc risque? Non, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais c'est pour ça que notamment les phases d'intervention négocient toujours à deux. Il y a un N1 qui est au contact et un N2 qui vérifie que le N1 ne bascule pas dans de la sympathie, ne cautionne pas.
ce qui est fait Ouais, dans qui la vient sympathie. contrôler aussi, de savoir s'il glisse pas, quoi. Voilà, il est là pour vérifier la lucidité Ouais, et la stratégie, ouais, bien alors sûr. que l'autre est là pour la création du lien. Vous, dans 10 ans, vous vous voyez négociateur ou pas? Ou est-ce que c'est, je dirais, Quand un je serai moment grand. de votre vie Non, toujours. Parce que c'est quelque chose qui passionnant. vous habite. C'est passionnant parce que au quotidien, on est entouré de gens qui sont brillantes, qui vont faire de la psychologie de la détection du mensonge, qui vont faire de l'art oratoire, qui vont faire de la négociation de crise. On a la chance de travailler avec des entités gouvernementales qui nous font des retours d'expérience qui sont passionnantes, des entreprises. Non, j'ai énormément de chance. Julien, on est bien d'accord parce que la négociation peut aussi créer de la manipulation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il faut une éthique dans ce métier. Oui. Parce que quand on négocie, parfois, avec les méthodes que vous utilisez, qui sont très intéressantes, on peut se dire, mais en fait, je me suis fait totalement manipuler. Et c'est pour ça que le but, c'est d'obtenir de manière éthique ce que l'on souhaite. Et notre but, c'est pas de faire des coups, c'est pas de gagner. Notre but, c'est, dans cette infinite game qui est la négociation, de perdurer le plus longtemps possible. Notre réputation prévaut. Effectivement. Oui, bien sûr. Détection du mensonge, ça m'a sonné à l'oreille. Vous avez des techniques sur cette On a question des gens qui travaillent au sein de l'Institut, qui ont des doctorats en psychologie de détection du mensonge, qui enseignent à l'université, qui ont fait des recherches. Mais c'est comme dans les films américains, avec on met un truc au bout du doigt et puis on pose des questions. Ça permet de comprendre le stress, pas de savoir s'il y a un mensonge. C'est ça. Et c'est pas juste je me gratte l'oreille comme on pourrait voir dans certaines séries américaines. Exactement. Ou sur des micro-expressions. Non, c'est sur la conduite d'entretien, sur des questionnements où Donc on c'est va très permettre approfondi. de réduire le risque. Il n'y a pas de signe universel de mensonge. Et dans le meilleur des cas, on arrive à 80 ou un tout petit peu plus de 80% de succès là-dessus. Et comme tous ceux qui font de la psychologie, de la négociation, parfois, quand on discute avec eux, hors émission de télé, évidemment, et ils vous disent bah, c'est compliqué que mes enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais la négociation avec les enfants, j'ai l'impression que c'est plus difficile qu'avec une centrale d'achat. Bien sûr, parce qu'en fait, la négociation, c'est un mode de décision partagée où l'autre a la capacité de dire non. Bah oui. J'ai le droit de vous dire on est en accord pour être en désaccord. Arnaud, je suis désolé, on s'arrêtera là. Oui, que c'est difficile ça. Mais ça, c'est la zone. Mais ça, je peux pas le faire avec mon enfant. Je peux Mais- pas lui dire, écoute, mon fils, il a 4 ans et demi, Lohan, je suis désolé, on n'est pas en accord, la porte est là, je te laisse rentrer. Oui, alors qu'avec un adulte, on peut dire bah, écoutez, On peut faire ça avec notre conjointe, on peut négocier. On ne voit plus la vie de la même manière, on est en accord sur des accords. D'égal à c'est déjà égal, pas mal. voilà. Mais alors, notamment les enfants, on a un lien d'ocytocine qui fait que c'est ça qui et nous de permet sympathie et d'amour. Exactement. Et donc là, forcément, c'est perdu. On est sur de la sympathie pure, c'est-à-dire que quand votre fils va à l'hôpital, vous vivez ce pathos vous-même. Bien sûr. Quand vous lui offrez un cadeau, vous êtes aussi heureux de le voir heureux que lui de l'ouvrir. Donc il n'y a pas de lucidité sur nos enfants, donc on est peu sur de la négociation. Donc pas de client qui vous demande de savoir comment je peux négocier avec mon fils, quoi. C'est ce qu'il y a de plus dur. Ça, vous avez pas. C'est le dilemme cornélien de la négociation, Bah oui, c'est choisir entre heureux et avoir raison. Et dans les négociations avec nos enfants, des fois on n'est ni heureux et on n'a ni raison non plus. C'est assez vrai. Pitch et influence, remporter l'adhésion et neutraliser les objections, avec d'ailleurs un jeu d'échecs. Vous n'avez pas mis un jeu de Go d'ailleurs. Effectivement. C'est intéressant. Édition Duno, c'est votre livre. Les TEDx, vous pouvez la découvrir sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est le TEDx de Julien Pellabert. Institut de négociation et de recherche appliquée, Institut NERA. Merci de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé. C'est passionnant ce que vous nous racontez. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Recruter sans CV, c'est possible, on en parle. Fenêtre sur l'emploi, un recrutement sans CV, c'est possible. Et Jean-David Lépineux va nous le prouver. Bonjour Jean-David, merci Bonjour. d'être avec nous. Dirigeant d'Opinion System, System, je mets Opinion. Oui, on dit Opinion System. Opinion System, on est en France. On est en France. C'est très très bien. Alors, entreprise assez géniale, créée en 2010, Oui. 70 collaborateurs, 90. 90, donc Oui, vous en avez embauché 20. C'est ça. Et on va parler du recrutement sans CV. C'est pour ça. C'est bien pour ça que vous êtes venu. C'est bien Mais pour je voulais quand même, avec vous, parce qu'il y a un petit effet miroir dans votre manière de recruter sans CV, donc sur les soft skills, on va en parler, mais sur le concept de votre entreprise, elle est intéressante, parce que votre entreprise, elle fait de la notation. Oui. Elle pousse, comme vous dites, des notations dans plein de domaines. Comment ça vous est venu, cette idée de noter ? Vous savez, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a en 2009, exactement, pour faire court et rapidement, derrière, j'étais face à une problématique qui était de chercher un traiteur. Et au moment où je cherchais un traiteur, j'en avais quand même pour 5 000 € pour organiser une fête. C'était pas un petit budget parce qu'il y avait du monde. Et j'en cherchais et je me suis dit que sur Internet, aucun traiteur ne dirait « ne venez pas chez moi, je suis mauvais ». Et j'ai commencé à chercher des notes
à savoir, puisqu'on avait à l'époque Booking. Exact. Booking existait à Ouais, l'époque. c'est ça. Et j'ai fait une petite référence à Booking. Et je me suis aperçu à ce moment-là qu'il n'existait dans les professions dites anxiogènes pour le particulier aucun système de notation. Alors, 900 000 avis clients, agences immobilières, auto-écoles, syndics, constructeurs. Donc là, on est dans le secteur de l'habitat. Oui. Et vous poussez, donc, on voit des publicités d'ailleurs de grands GAFA. Vous êtes derrière, Bien sûr, sur oui. les syndics, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a un côté très disruptif dans cette entreprise? Ça disrupte. Oui, bien sûr. C'est une entreprise. C'est une entreprise d'abord qui protège aussi les professions. Quand on dit on les protège. Alors, c'est par le grain de livret, quoi. C'est ça. Bah ouais. Voilà. Ça veut dire que globalement, il y a une forme de protection parce que les avis, très souvent, on les subit. Et la protection, c'est d'abord d'interroger tout le monde. Et très souvent, les entreprises ont peur d'interroger l'ensemble des clients, alors que ce sont souvent les mauvais qui vont s'exprimer. Alors, effet miroir aussi, à travers le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le recrutement sans CV. Vous êtes l'un des associés et cofondateur de Pignon System. Autodidacte assumé, parce que ça, vous le revendiquez. C'est pas toujours facile d'assumer dans le monde de l'entreprise le fait de ne pas avoir passé le bac et d'être sorti des écrans radars. Et vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une boîte. Je pense que ça a dû vous encourager aussi et de vous dire, mais il faut que je rende aussi ce qu'on m'a donné. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour réussir, parce que vous en êtes l'incarnation. Alors, vous savez, il y a deux choses que j'ai comprises sur moi. La première chose, c'est important, ça. Voilà, c'est effectivement la première étape, c'est que j'ai compris qu'il fallait que j'assume que je n'étais pas diplômé, parce qu'on pouvait réussir. Voilà, quoi qu'il en soit. Mais la deuxième, c'est que j'ai aussi compris mon seuil d'incompétence. Ça veut dire que j'ai compris à quel moment j'allais avoir besoin justement de gens diplômés. Vous voyez, pour venir rejoindre mon entreprise, parce qu'à un moment donné, on est obligé de se rejoindre. Donc vous vous êtes appuyé aussi sur des gens diplômés en assumant aussi votre parcours. Le choix du recrutement sans CV, vous avez vu, j'ai annoncé que vous aviez 70 collaborateurs, vous en avez 96. 90, voilà, qui arrive là, voilà, qui arrive. prochainement, ouais. Donc vous en avez 20 de plus. C'est ça. Il faut leur trouver un bureau, un espace. Oui. Comment c'est venu cette idée de recruter sans CV? Pourquoi vous avez eu cette idée? Parce que vous galériez à la recruter? Alors, pas du tout. Au contraire, notre entreprise a un véritable succès. Sur la dernière annonce que nous avons passée, quand je vois des chefs d'entreprise qui me disent, quand on passe une annonce, on n'a même pas 2 CV aujourd'hui. Vous aviez... Et nous, on a eu plus de 40 personnes de présentes pour des postes que nous ouvrions. Donc, on a un véritable succès. Le recrutement sans CV, alors il faut savoir qu'il est limité. Il est limité à certains secteurs d'activité. Oui. Des secteurs d'activité, par exemple, en relation avec la clientèle. Donc, commerciaux, chargés de clientèle, sur la fidélisation. Ce sont des secteurs sur lesquels on peut se permettre de recruter sans CV. On ne peut pas le faire partout. Bien sûr. Mais à ce moment-là, quand j'ai vu ce que je pouvais faire, la capacité que j'avais, je me suis dit que tout le monde était capable de faire ce que je pouvais faire moi-même. Et donc, je me suis dit, ouvrons les portes, ne lisons pas ce que les gens ont fait, parce que de toute façon, dans une entreprise, un CV, ce n'est qu'une expérience qui éclaire un passé, mais qui ne dit absolument pas ce qu'on va devenir dans le futur. Et pourtant, ça reste malgré tout, même si vous êtes un peu disruptif, ça reste la norme. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir s'il a eu le bac à tel âge et s'il a eu le DEA ou le master, je ne sais quoi. Enfin, ça enferme. Finalement, vous êtes aussi allé chercher des profils atypiques. Ça permet d'aller chercher des profils que probablement vous ne seriez pas allé chercher. Mais ça permet de révéler des gens, déjà, qui s'étaient enterrés eux-mêmes et enfermés dans un cercle sur une route. On les sort des sentiers battus et ça en fait des gens ultra motivés, des gens qui reconnaissent quelque chose et qui finalement se construisent une carrière alors que finalement ils s'étaient mis sur une espèce de petite carrière bizarre. Mais comment on va aller chercher ces gens? Parce que la vraie difficulté aujourd'hui du recrutement, c'est d'aller chercher, d'aller sourcer. Vous avez lancé une banderole, vous avez fait passer un avion au-dessus de Paris en mettant nous recrutons sans CV. Comment on fait? Alors on fait d'une façon relativement simple, on fait des portes ouvertes. La première chose, c'est qu'on ouvre les portes de notre entreprise pour recevoir les candidats et les remercier de venir nous voir. C'est la première étape. Donc, visite... C'est ça. Ça veut dire que la première étape, c'est qu'on invite des candidats, on leur dit on a une journée carrière qui s'ouvre, on a 60 places de libre et on ferme à 60 places. Vient qui veut. Donc on passe globalement les grands critères de ce que nous allons rechercher et on dit si vous pensez que vous correspondez à ceci, si vous pensez que cette annonce vous ressemble, venez, on ne contrôlera pas. Les gens s'inscrivent, ils viennent. Et la moindre des choses de l'entreprise, petit 1, c'est de les remercier d'être venus. Et la deuxième chose, c'est de présenter l'entreprise à ces personnes. Donc vous, les managers, visitent physiquement des locaux, des postes, des différents services? Alors ça se passe pas. Alors il faut effectivement
la visite des locaux au moment où ils rentrent dans les locaux, Normal. ils les voient. Alors, et en plus, ce sont des locaux qui sont atypiques, qui nous ressemblent. Ouais. Fun, À votre image, voilà, finalement. fun, je sais pas. Moi, je viens du monde de la glisse et globalement, les locaux ressemblent à ce monde de la glisse. Ambiance start-up, quoi. Alors oui, alors j'ai même envie de dire, même pas start-up parce que c'est peut-être un peu galvaudé comme nom, mais ambiance plutôt vraiment glisse. Ça veut dire qu'en fait c'est comme un surf camp quand vous arrivez chez nous. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Ouais, donc, plutôt ça. Vous attirez des jeunes, des gens. Voilà, parce que vous savez aujourd'hui quand on parle de start-up, Ouais, les gens imaginent qu'on met une table de ping-pong et on est une start-up. Oui, nous c'est pas ça. Voilà, Il n'y a pas de table de ping-pong, non. Non, on n'en a pas. Ok. Mais en tout cas, Mais une planche de surf. Voilà, oui, il y a une planche de surf et c'est une véritable ADN. Quand vous rentrez, vous ressentez cet ADN. Donc les gens arrivent, ils rentrent, ils viennent, ils s'assiedent, on a un amphithéâtre, on reçoit les personnes et l'ensemble des managers et des personnes qui vont être sensibilisées au recrutement viennent se présenter et font la présentation de l'entreprise. Voilà. Et ensuite, il y a une interaction avec ceux qui sont assis. Oui. Ils lèvent la main, ils disent moi sinon ça correspond pas. D'autres qui disent j'y vais. Comment ça marche après physiquement pour terminer Ils remplissent un formulaire, ils donnent leur Oui. nom. Alors, on a une technique bien spécifique, c'est qu'une fois que nous avons terminé notre présentation, nous allons interroger chacun des candidats présents. Et ils vont avoir 2 questions. Et ils auront chacun 30 secondes pour répondre à 2 questions. Et donc, on est obligé de chronométrer. C'est pitché. Voilà, on est obligé de chronométrer. Et derrière, on a notre RH qui a une grille et qui va tout de suite comprendre les personnes qui vont pouvoir correspondre juste à l'ADN de l'entreprise. C'est ça qu'on cherche. Donc ils répondent à Correspondre 2 l'ADN. questions. Hein. Oui, à 2 Ça questions. se joue sur 2 questions. Oui, 2 questions. Et là, la RH qui a une forme de préscience, d'expérience, Oui. qui dit lui, non, pas lui, elle, oui. Puis ensuite, comment ça se passe? Alors, c'est à la sortie que vous leur serrez la main et vous leur dites vous c'est par là, vous c'est par là? Non, à la sortie, ils ne savent rien. On leur explique que nous allons prendre contact Nous avec eux. contact avec vous Voilà. prochainement. Voilà. Et d'ailleurs, on répond à toutes les personnes qui sont venues Très nous voir important, ouais. de façon systématique. Et la RH nous fait un pitch à l'ensemble des managers et à moi-même. Nous regardons et les managers sélectionnent avec moi les personnes qu'ils souhaitent voir. Alors, 70 à 90 collaborateurs. Vous avez évoqué 60 postes potentiels tout à l'heure. Il y a encore 40 postes à créer ou j'ai mal compris? Non, fini, là, non, c'est pas Ne fini. venez plus, hein, ne rentrez pas dans le bootcamp, c'est fini. Non, c'est pas fini. Surf camp, pas Le bootcamp. surf camp, le Surf bootcamp, camp. c'est Et- physique. Voilà, ceci étant dit, on pourrait. Mais en tout état de cause, non, ce n'est pas terminé. Là, pour le moment, on bloque on bloque les embauches. Mais septembre, on reprend. Hein. Donc vous reprenez Voilà. la même formulation. La même formule à chaque fois. Venez, Oui. ouvrez, asseyez-vous dans l'amphi, regardez comment ça marche. On vous pose des questions et Oui. puis ensuite, voilà, on reprend contact ou pas. Voilà, et si on reprend contact avec les personnes, on les fait venir pour un entretien individuel. Et à cet entretien, on ne demande toujours pas son CV. Le CV, nous ne l'aurons jamais. Vous savez à quel moment on l'aura, son CV? Nous prendrons son CV uniquement quand nous avons recruté la personne. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'à un moment donné, quand je fais évoluer les gens dans l'entreprise, Et vous avez besoin. nous regardons les CV et on se dit, lui, il avait peut-être l'expérience pour devenir responsable communication, par exemple, chez nous. Ce qui s'est passé dernièrement Ouais, d'ailleurs. Pour mieux les ventiler, les organiser et les placer au bon endroit. Oui, pour les faire évoluer en interne. C'est ça. Juste un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais le retour de ces salariés qui viennent d'être recrutés, qui n'ont pas montré leur CV, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils disent au patron? Cette formule nous a bien plu, c'était exactement comme ça que je voulais être recruté? Ils disent, je n'ai jamais vu ça. Oui. Voilà, ils nous disent je n'ai jamais vu ça parce que la plupart du temps ils ont vu des fakes. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. en fait, quand il y a un truc qui se passe, tout le monde veut le faire. Tout le monde dit je Il y a un recrute effet son de mode, ouais, CV. c'est vrai. C'est un effet de mode. Et en fait, au final, les gens ne le font pas vraiment. Et ils sont surpris que nous ayons au bout. De toute façon, ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Je dis toujours ce que nous allons faire et je tiens toujours les engagements. C'est capital avec les salariés. Parole de surfeur. C'est ça. C'est ça. Merci Jean-David Lépineux, merci. C'est passionnant. Dirigeant d'Opinion Système, c'est une marque qui est derrière, mais quand il y a des notations, il y a Opinion Système, enfin en grande partie. Souvent, il y a Opinion Système, notamment sur les agences immobilières, les auto-écoles, les syndics et les constructeurs secteur de l'habitat. On attend toujours de savoir si celui qui va construire ma maison va la faire bien droite avec des parpaings bien droits. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à Elisa pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily, évidemment. Bonne journée à tous. Puis on se retrouve demain, bien entendu. Bye bye.